C'est bon? Super. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien pour commencer? Impeccable, formidable. Alors, je vous remercie d'être présent pour cette présentation sur comment créer un jeu de société de A à Z. Et évidemment, je ne vais pas me contenter de vous expliquer comment on crée en général un jeu de société. Je vais vous expliquer ça dans un contexte très particulier. Parce que de toute façon, vous allez sur Internet, vous pourrez trouver à peu près n'importe qui vous expliquera tout aussi bien si c'est mieux comment on fait un jeu de société, surtout les game designers. Mais là, on va s'intéresser à la situation d'un jeu de société dans ce qu'on appelle un fonds. Tout simplement, un fonds d'aide à la recherche, ce qui s'appelle un fonds Agora. Je vais vous en dire un peu plus dans un instant. Alors, je commence par quelque chose de simple. Jouer, ça fait partie des principes fondamentaux. Manger, dormir, jouer, alors il y a aussi se reproduire, on en a d'autres hein, évidemment, mais si vous avez ces trois-là, ben, c'est bien, hein. Vous avez à peu près les mêmes principes fondamentaux qu'un enfant de 2 ans, donc déjà c'est plutôt bon signe, il faut commencer sur de bonnes bases. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jouer depuis quasiment... Oui. Oh oui, c'est vrai qu'il y a un magnifique... Alors, on va le faire comme ça. Impeccable. Donc jouer depuis la nuit des temps, c'est un élément dont nous avons besoin. Vous pouvez regarder chez les animaux jouent très tôt. Nous jouons également depuis très longtemps. Et le jeu de société, nous pratiquons également depuis des milliers d'années. Je ne suis pas suffisamment calé en histoire pour vous dire à partir de quand. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça implique énormément un circuit dans notre cerveau, qui est le circuit de la récompense. La petite particularité, c'est que pratiquer un jeu, ça va donc avoir un impact vital pour le bien-être en général, qu'il soit physique, mental ou même émotionnel. Ce qu'il veut vous dire, c'est que le fait de jouer à un jeu, ça va stimuler cognitivement, socialement, émotionnellement, même éthiquement, nous, êtres humains. C'est très utilisé également pour augmenter ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui vient de l'intérieur et non pas de facteurs extérieurs. Et ça permet d'atteindre quelque chose qu'on appelle un flux mental ou un état d'esprit particulier. Alors je ne suis pas en train de vous parler non plus de pleine conscience, je vous parle pas, mais ça permet d'atteindre, si le jeu est bien construit, un état de conscience particulier. Actuellement, les jeux de société modernes ou les jeux de cartes vont avoir tendance à façonner notre cerveau. Donc, comme je vous ai dit, ça va solliciter les fonctions exécutives. Donc c'est bien de jouer à des jeux de société. Jouer à des jeux de société, ça va vous permettre non seulement de vous concentrer, très très bien, mais également d'améliorer vos capacités, par exemple, de planification, de prise de décision, de mémorisation. On peut faire toute la liste des fonctions cognitives qui existent. Sachez également que lorsque vous mettez dans un état pour jouer à un jeu de société, vous avez aussi votre plasticité cérébrale qui va augmenter. Donc vous allez tout simplement faciliter, on va dire, des voies d'accès, de faciliter ou d'améliorer tout simplement des fonctions, des capacités, des connaissances que vous n'avez pas ou que vous avez déjà. Et ça, c'est assez intéressant. Si vous jouez plus souvent, ou même si vous commencez à jouer très tôt, je vous conseille d'ailleurs de jouer très tôt, eh bien, il a été prouvé que vous pouvez diminuer votre déclin cognitif. Ça fonctionne également chez les personnes qui sont déjà âgées. Ce qui est assez extraordinaire finalement avec le jeu de société, c'est que ça ne concerne pas que nous en général, mais aussi toutes les personnes à risque, hein, les enfants, les situations de classe sociale différenciées, la pauvreté, la vieillesse, comme j'ai dit. Alors je vous parle beaucoup de ça puisque moi à la base j'ai un doctorat en neurobiologie, donc évidemment je suis très influencé par ces thématiques-là. Heureusement, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être la seule thématique qu'on va aborder. Donc à la base, moi je suis plutôt médiateur scientifique. Oui, c'est bien que je me présente. Je suis Alexandre Pinault. Je l'ai mis nulle part. Si, tout en haut, c'est bien. Je suis également vulgarisateur scientifique et aujourd'hui je vais plutôt vous parler avec ma casquette de la HEIG. Je travaille dans l'Institut d'ingénierie des médias, dans lequel je fais beaucoup de valorisation de recherche et dans lequel je participe à 2 projets de recherche dont le but est de créer des jeux de société. Alors, le jeu dont je vais parler en particulier aujourd'hui, il est soutenu, il est co-imaginé, il est tout ce que vous voulez par Stéphane Le Cornet, qui en fait ici, il faut faire coucou, excellent, qui est donc membre également à la HIG de l'Institut d'ingénierie des médias, qui est professeur là-bas, qui enseigne, qui est responsable justement de toute la validité scientifique du jeu que je vais vous présenter, et qui a développé un projet en fait sur lequel se base le jeu en question. C'est assez important que je vous en parle quelques instants. Le projet s'appelle Carbon Vise. À la base, c'est une application
dont le but est de surveiller son empreinte carbone numérique. Autrement dit, c'est de permettre de se rendre compte que lorsqu'on utilise son téléphone, lorsqu'on est sur Internet, c'est matériel. Il y a quelque chose de physique derrière. Le problème, c'est que si je vous le dis comme ça, vous êtes obligé de me croire et de faire oui, oui, sans doute, pourquoi pas. Sauf que ça a ses limites. On peut l'expliquer, on peut essayer de le vulgariser. Mais si on commence à se poser la question de comment est-ce qu'on peut le vulgariser, comment est-ce qu'on peut l'apporter différemment au jeu, on peut se tourner vers la situation du jeu de société. Alors, vous voyez à la fin, il y a marqué quelque chose avec des fonds qui est caché ici. C'est, je vais y revenir tout de suite, des fonds qui ont été alloués pour développer ce jeu, notamment ce qu'on appelle les fonds Agora. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un jeu de société, c'est quoi ? En ce sens où, est-ce qu'il y en a parmi vous, on va peut-être faire en levée de main si ça vous convient, qui ont déjà entendu parler de jeux sérieux? Ok, très bien. Qui a joué déjà à un jeu sérieux? Ah bien, ouais, kind of, ouais, pas sûr. Des doutes? Vous avez des doutes? C'est bien si vous avez des doutes. Si je vous dis jeu ludique, jeu en général, jeu de société, tout simplement. Voilà, là on lève tout sa main, c'est bon, ça va bien. Jeu pédagogique? Ok, quand même, très bien, excellent. Alors, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que si on regarde la définition de ce qu'on appelle un jeu sérieux, là, outil pédagogique visant à développer des compétences ou à enseigner des contenus formels par le biais d'une interface ludique. Alors, c'est assez drôle, hein, parce que vous voyez qu'on a déjà deux mots qui font partie de deux autres jeux dont je vous ai parlé à l'instant. Est-ce que pour celles et ceux qui ont joué, vous y avez joué en physique ou en numérique? Alors pour physique, qui a déjà joué à un jeu physique, un jeu sérieux physique? Donc, hein, ok. Certaines personnes ont joué en numérique aussi? Non, ok, certains, ok. Parce que c'est un jeu qu'on retrouve étonnamment beaucoup plus en numérique, beaucoup plus souvent, puisque la plupart du temps, on a énormément de paramètres avec lesquels on peut jouer dans un jeu sérieux. Un jeu ludique, à titre de comparaison, il va servir principalement au divertissement, au plaisir. Donc on va avoir un ensemble de règles et de mécaniques qui vont permettre tout simplement de profiter de ce jeu, de profiter du déroulement de ce jeu. Et dans un jeu pédagogique, on va viser avant tout l'apprentissage de compétences, de connaissances, de développer aussi des aptitudes. Si je vous montre quelques jeux comme ça, un petit peu au hasard, par exemple, je vous montre ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu-là? Quelques expériences, très bien, oui, évidemment. Donc là, typiquement, on est sur un jeu de société, mais ce type de jeu de société va porter un nom. On appelle ça notamment du party game. Donc on va être sur un jeu court, un jeu qui va permettre de s'amuser pendant justement un court laps de temps, sans des règles trop compliquées et tout simplement en maximisant le plaisir, sans prise de tête. Là, sur des jeux comme ça va être des jeux à 3, à 4 ou... On va avoir des jeux avec beaucoup plus de règles, à une durée de vie un petit peu plus longue. On va passer de 20 minutes de jeu à peut-être 30, 40, 50, 60 minutes de jeu. Pourtant, on est toujours dans du jeu ludique, hein, du jeu amusant. Si je vous montre ça, Timeline, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à Timeline en levant la main? Donc Timeline, le but du jeu est assez simple, hein, c'est d'être capable de replacer des cartes dans le bon ordre en fonction du moment auquel elles se produisent. Ça peut être des événements, des personnes ou des choses comme ça, des inventions. Donc là, vous êtes quoi? Dans jeu ludique, jeu sérieux, jeu pédagogique, vous vous mettez où? Par là, par là. Alors je vois des gens sérieux, puis il y en a qui mettent complètement jeu pédagogique plutôt. En fait, vous vous rendez compte que finalement, la plupart des jeux, vous allez voir, c'est une jauge. Ça va être difficile de dire définitivement. Alors certains, on pourra peut-être les mettre directement dans ludique, puis il y en a certains qui vont comme ça, aller se placer un petit peu difficilement. Hop là. Le petit chaperon rouge, ça permet d'apprendre à se déplacer, d'apprendre à tout simplement à les bases du jeu de société. Ouais, on va très vite devoir le mettre dans le jeu pédagogique. Exactement, tout à fait, ça fait sens. Puis là, si je vous prends un jeu comme concept, jeu de plateau tout à fait classique, on fait deviner des choses aux gens, plutôt une heure de jeu, on va plutôt le placer dans du jeu ludique en réalité. Et il y en a plein comme ça, vous pourriez passer du temps. Et finalement, c'est pas inutile hein, d'avoir ça à l'esprit, puisque quand vous voulez créer un jeu, il se peut que vous décidiez de vous mettre dans une de ces catégories en particulier, ou il se peut que vous décidiez de bouger votre jauge entre une de ces trois catégories pour développer votre jeu. En l'occurrence, nous, vous allez voir que ce n'était pas si évident que ça.
Donc là, il y a quelques exemples de jeux. Donc personnellement, si je dis jeux pédagogiques, moi je fais aussi beaucoup référence, donc non seulement aux jeux qui permettent d'apprendre des choses de base, mais c'est aussi les jeux qu'on peut retrouver dans les ateliers pour enfants. Typiquement, des ateliers pour apprendre des choses sur le numérique, sur la biologie, sur toutes ces thématiques-là. Alors, je vous ai dit, nous on a développé un jeu dans un contexte particulier. Il y a ce qu'on appelle le Fonds national suisse. Dites-vous que ce sont, si vous ne connaissez pas, celles et ceux qui distribuent l'argent aux chercheurs pour qu'ils fassent leurs recherches. Tout simplement. Voilà. Donc, soutien financier à toutes les formes de recherche. Vous pouvez vous retrouver à des appels à projets. Donc, coucou, je fais une recherche sur ça, j'ai besoin d'argent, tenez une petite enveloppe. Ça, c'est la simplicité. Dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça, on est bien d'accord. Coucou, je fais de l'innovation. Et coucou Agora. Alors, coucou Agora, c'est bonjour. On a un projet de communication qui est autour de notre projet de recherche. On aimerait communiquer autour de notre recherche. C'est pour ça qu'on sollicite des fonds Agora qui sont faits pour promouvoir et solliciter le dialogue entre les scientifiques et la société. Donc ça, c'est des demandes de fonds qu'on peut faire. Et comme ils disent, hop là, projet de communication visant à promouvoir un dialogue direct, je vais me mettre par là, ce sera plus simple, entre les scientifiques et la société. C'est quand même des fonds qui peuvent aller jusqu'à 200 000 francs. C'est mis en pratique par des scientifiques à destination du grand public et il y a souvent des collaborations qui se font avec différents experts en communication. Et le but avant tout, c'est la communication directe avec le public. Donc en l'occurrence, comment est-ce qu'on peut trouver des outils de communication directe? Alors, il peut y avoir des spectacles, il peut y avoir comme ici des expositions, il peut y avoir des escape rooms, il peut y avoir plein de choses, des jeux vidéo, des jeux de société. Le but, c'est de créer le dialogue entre les scientifiques, ou la thématique scientifique et le public. Et nous, on est parti là-dedans. On est parti avec un fonds, Agora, dont le but va être de communiquer sur une thématique particulière, la matérialité du numérique. Le fait que le numérique, il a quand même un impact carbone, il a quand même un impact dans la vraie vie, qui peut se mesurer. Sauf que expliquer ça, c'est pas forcément évident. Donc je vais vous montrer plutôt les étapes par lesquelles on est passé pour arriver à créer un jeu de société. Si jamais vous souhaitez créer un jeu de société un jour, il se peut que vous passiez par la plupart de ces étapes-là. Et il se peut que moi, dans la présentation, j'essaye de faire un maximum de liens avec vous pour que vous puissiez tout simplement vous représenter ce que ça implique la création d'un jeu. Alors la première chose à faire, c'est commencer avec quelque chose. Dans notre cas, on a commencé avec quelque chose. Si vous faites un jeu de société, de base, je vous déconseille de le faire tout seul. Je vous conseille de vous entourer des bonnes compétences et des bonnes personnes. Dans notre situation, on avait un petit peu de chance puisque déjà, on avait déjà créé un escape game numérique. Ça aide pas mal. Sur la thématique, en l'occurrence, de la robotique. Donc jeu en ligne, à destination des jeunes, petit escape room numérique, efficace. Donc on avait déjà, avec ça, quelques notions de game design. Ensuite, on a une personne chez nous qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Johan Douillet, qui a un peu plus d'expérience de nous dans les domaines du game design, et qui avait, par exemple, avec un soutien de la RTS, créé une grande structure en 3D avec des boules en verre et des éléments. Donc c'est en lien à ce projet-là pour matérialiser le numérique sous forme de fumée, de volutes de fumée qui sortaient selon l'utilisation que faisaient différents profils d'utilisateurs. Ça, je pourrais vous en parler à la fin si vous le souhaitez. Cette même personne avait d'ailleurs déjà créé un jeu de société qui s'appelle Démocratie, que vous ne trouverez jamais dans les étalages, je tiens à le préciser, puisqu'il est scellé quelque part par la chancellerie de l'État et la République du canton de Genève, caché dans un coffre. Mais c'est déjà une première expérience qu'un des membres de l'équipe avait eue pour la création d'un jeu de société, pour la sensibilisation. Donc c'était un jeu de société satirique qui parodiait en fait le système démocratique. Sachez que, en plus du jeu dont je vais vous parler là, on a eu d'autres fonds encore pour faire un autre jeu, mais cette fois-ci sur l'astrophysique. Donc de nouveau, on n'est pas non plus complètement parti de rien. On a eu une petite base qui nous ont permis de développer un jeu avec le même état d'esprit. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que vous, si un jour vous êtes amené dans l'institution à vous dire je vais créer un jeu à partir de rien, entourez-vous d'un maximum de personnes qui ont des compétences complémentaires, qui ont des avis divergents, qui vont vous permettre, dans tous les cas, d'avancer plus vite. Alors nous, ça sonne comme de la triche, dit comme ça, c'est comme si on disait qu'on avait plein de jeux à notre actif, mais
ça s'est fait quand même sur un laps de temps relativement court, hein, depuis 2021 à tout casser. Alors, je vous ai dit, nous on a eu des fonds Agora. Donc qui dit Agora, dit dans notre cas, on ne peut pas juste demander des fonds et puis se lancer dans un jeu. Pour leur demander des fonds, on a dû leur présenter des objectifs pédagogiques. Donc vous vous souvenez, là on avait jeu sérieux, jeu ludique, jeu pédagogique. Donc on veut leur présenter des objectifs pédagogiques et des cibles. Donc en l'occurrence, de quoi on veut parler, à qui, comment. Ça, même si vous faites vous votre jeu de votre côté, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un très bon concept, vous pouvez avoir déjà une mécanique de jeu en tête. Dans tous les cas, il va falloir à un moment ou l'autre que vous sachiez de quoi il va parler et à qui il va se destiner le jeu. Donc dans notre cas, le de quoi, ça va être d'expliquer toutes les technologies de l'information et de la communication et leur impact qu'elles ont sur l'environnement. Donc vous êtes en train de regarder une vidéo sur Netflix, vous êtes en train d'être sur votre téléphone, votre ordinateur, ça a un impact réel, physique et mesurable. Et on veut essayer comme ça de faire évoluer éventuellement des mentalités, des comportements ou de provoquer des prises de conscience grâce à un jeu. Alors, à qui 15-45 ans, cible extrêmement large. Hein. Par contre, on s'intéresse surtout à celles et ceux qui ont de meilleures compétences numériques ou qui maîtrisent déjà le numérique. Comment? C'est là où on s'est dit, très bien, on peut sûrement gamifier quelque chose, c'est ce qu'on a proposé à Agora, on va faire un jeu de société, quelque chose de physique, dans lequel on pourra essayer de communiquer quelques concepts clés. Donc là, pouf, nos objectifs pédagogiques, donc transmettre, sensibiliser, les ordres de grandeur des principaux pôles émetteurs de numérique, transmettre quelques bonnes pratiques, faire prendre conscience, ça c'est un petit peu les choses que je vous ai évoquées. Et on a des messages aussi qui vont se cacher derrière. Quand vous faites un jeu, vous pouvez avoir des messages. Hein. Ça peut être des messages à portée politique, ça peut être des messages à portée idéologique, ça peut être des messages pour le fun, ça peut être juste un jeu pour s'amuser, il n'y a pas de souci. Nous, on voulait montrer que le numérique, ça se traduit principalement matériellement. Que lorsqu'on fabrique un outil numérique, n'importe quoi, ça a un impact, ça a un coût, et on ne peut pas le faire de manière illimitée. Et que actuellement, les usages qu'on a, scroller en boucle, regarder des vidéos en 4K, peut-être que ça a un impact qui est différent d'il y a 20 ans, que tout simplement cet impact peut aussi se mesurer. Alors, un point qui est très important quand on développe en tout cas un jeu comme on l'a fait nous, dans le cadre, on va dire, vraiment d'un message qui est à la fois pédagogique, qui est à la fois aussi conceptuel, c'est que la mécanique du jeu, donc la manière dont le jeu va fonctionner, doit être au service de ce qu'on va expliquer. Si vous avez du temps, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent quelque chose qui s'appelle Google, ça va pour l'instant. Google Scholar, c'est ce qui permet de voir tous les articles scientifiques qui sont sortis sur un sujet. Tapez board game, il y a à peu près 4,9 millions d'entrées qui vont sortir. Si vous tapez jeu de société plus une thématique, jeu de société sur les neurosciences, parce que moi ça me parle, il y en aura des millions aussi. Par contre, il y aura deux catégories qui vont se faire. Ceux qui expliquent la psychologie de pourquoi c'est bien de jouer à un jeu de société, puis ceux qui vont dire « Ah, on a fait un jeu de société pour expliquer le cerveau, les neurosciences ou la psychologie. » Le truc, c'est que la plupart des jeux que vous allez trouver là-dessus ressemblent à ça. Un jeu de loi. La plupart du temps, les gens qui vont dire « Oh, mais on fait du jeu de société, nous, il n'y a pas de souci. » Ils vont utiliser du jeu de loi, ils vont utiliser « Ah, je vais reprendre le 6 qui prend, exactement, ou je vais prendre mot pour mot le Yahtzee, puis je vais faire un jeu de société autour. » Très vite, on se rend compte que c'est problématique. Parce que, est-ce que c'est forcément engageant de se dire je vais faire un jeu de loi avec 2-3 cartes de Trivial Pursuit pour apprendre quelque chose? Là, comme ça ne semble pas très engageant. Donc, lorsqu'on est dans le cas d'une vulgarisation d'un concept scientifique, il faut que la mécanique, la manière dont on joue au jeu, puisse nous permettre de très facilement accéder au savoir. Il faut que ça se traduise dans la mécanique. Il me semble que j'ai un exemple ici. Dans le jeu qu'on développe sur l'astrophysique, typiquement, ce qu'on souhaite montrer, c'est que l'astrophysique solaire, elle est capricieuse, elle est imprévisible. Même si on dit qu'il va se passer un événement solaire particulier, on a une part de hasard. Donc on l'a traduit dans la mécanique de jeu par des lancers de dés, par une dimension de hasard. Donc selon ce que vous voulez transmettre ou traduire, il faut, et en l'occurrence dans notre cas, que ça se retransmette dans la manière dont on joue. Alors, quand vous voulez développer un jeu, vous pouvez pas à moins que vous ayez un concept immédiat dans votre tête,
on ne peut pas y aller comme ça. Il va falloir jouer. Ça, c'est la partie amusante, c'est la partie intéressante. Hein, quand on doit développer un jeu, il faut jouer. Donc, en l'occurrence, une des premières choses qu'on peut faire, c'est essayer de trouver l'inspiration. Nous, on est dans la thématique empreinte carbone numérique. Est-ce qu'on a des thèmes connectés? Donc, on a par exemple découvert un des jeux qui était Daybreak, qui proposait typiquement ça. Et en jouant à ces jeux, il faut être capable d'évaluer, ok, est-ce que la complexité me satisfait? Qu'est-ce que je retiens en ayant joué? Est-ce que je retiens un message? Est-ce que je retiens une information? Parce que nous, notre but, ça va être quand même de transmettre un message. Est-ce que j'ai du plaisir à jouer? Ça, c'est important. Je vous rappelle, c'était une des premières choses que je vous dis. Si vous n'avez pas de plaisir à jouer, c'est problématique. Et est-ce que les mécaniques me parlent et me permettent d'atteindre facilement mon message? Alors, on a eu de la chance puisque nous, on a été encadrés notamment par une boîte dont je vais vous parler dans un instant, qui s'appelle le Studio Tourmaline, qui est à Genève, et qui nous a permis en fait de faire des sessions d'itération comme ça. Donc tenez, prenez des Lego, voici quelques règles imposées, essayez de voir s'il y a quelque chose qui sort. Prenez du papier, prenez des cartes classiques, prenez ces règles imposées, voyez si vous êtes capable tout simplement de transmettre votre message dans un contexte particulier. Ça fait partie des phases de recherche, des phases d'itération. On essaye des jeux, on essaye des règles, de les appliquer et de voir si ça nous convient. Un outil que je peux vous conseiller si vous ne le connaissez pas, qui est un outil qui a été développé par la manufacture. Qui est où la manufacture déjà? Je ne sais même plus exactement. En Suisse, mais elle n'est pas loin. Alors, ça vous permet tout simplement de connecter, par exemple, une sorte d'Excel en ligne, un Google Sheet, à ce qui a été développé par eux. Alors, je ne sais pas si je peux faire un saut dessus rapidement. Non, c'est pas très grave. Si vous êtes dans le cas où vous voulez développer un jeu et un prototype de jeu, c'est un excellent exemple parce que ça vous permet tout simplement de sortir facilement vos cartes et de facilement vous imposer certains types de cartes dans un jeu. J'essaierai de vous faire une petite démonstration à la fin. C'est vraiment un outil qui en vaut la peine si vous êtes dans le développement de jeu. Globalement, nous, et je pense que ça vaut vraiment la peine de passer dessus vraiment quelques instants, il faut avoir une bonne trousse à outils pour collaborer, pour communiquer. Donc, on s'est particulièrement focalisé sur des outils comme Miro, pour tout ce qui est collaboratif, veille, partage d'informations, Figma, qui va être vraiment indispensable pour prototyper et pour populer ce qu'on appelle des cartes, et tout ce qui va être des éléments de la suite Google qui vont nous permettre de lister nos cartes, de lister tout ce qu'on va créer et tout ce qu'on va imaginer. Et je vous assure que c'est indispensable si vous voulez garder un œil sur ce que vous faites au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, on s'inspire pas que de jeux. En l'occurrence, nous, une des étapes qu'on a vraiment mis en place, c'est s'inspirer de différents univers. On s'est dit, ok, on veut parler de la matérialisation, du fait que le numérique est matériel. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors le biopunk, l'aquapunk, tout ce qui finit en punk, hein, le Tesla punk, le solar punk. Si vous ne connaissez pas, c'est plein d'univers très intéressants que vous pouvez également lire. Je me souviens typiquement quand on s'était à l'époque inspiré du Tesla Punk, ça nous a énormément aussi influencé notre manière de développer le jeu. On s'est dit, c'est des machines, il y a souvent des notions de fin du monde, peut-être que ça peut être une thématique qui peut parler aux gens. Alors la phase d'inspiration, dans notre cas en tout cas, on ne lui a pas vraiment laissé de limite, on s'est vraiment fait plaisir, on a essayé beaucoup de jeux, beaucoup de concepts, on a essayé de voir beaucoup de pistes. Mais une fois qu'on a un petit peu fait le tour, c'est là où on va devoir commencer à appliquer des concepts et faire ce qu'on appelle du reverse engineering. C'est-à-dire qu'on va devoir commencer à essayer de comprendre comment un jeu qui nous plaît fonctionne, d'en défaire les mécaniques pour voir si on est capable d'en identifier certaines et de les réappliquer pour nous. Donc ça commence comme ça, hein. Si jamais faire un jeu, c'est vous prenez une énorme faille A1, ce que vous voulez, puis on griffonne les idées, on reprend les mécaniques. Ça, on se souvient où c'était? Moi, si jamais quand vous faites un jeu, ne vous lancez jamais dans des logiciels directement. Commencez toujours papier, crayon, discussion. C'est le plus efficace. Une des premières idées d'ailleurs qu'on avait, on la revoit par ici, on avait justement des idées qui venaient avec des jauges. Est-ce qu'on peut essayer de montrer que l'empreinte carbone numérique, ça a un impact sur tel élément, tel élément, tel élément? Est-ce qu'on peut faire bouger des jauges? On s'était particulièrement inspiré de jeux comme Citadel, pour les connaisseurs, ou Rain, qui est d'abord sorti sur smartphone puis après sur plateau et qui a tout un concept autour de cartes qui vous proposent un choix auquel vous allez dire oui ou non.
Et on aimait bien ces concepts-là, c'était vraiment intéressant. Vous voyez que quand on travaillait sur Miro, c'était extrêmement pratique parce que ça nous permettait de mettre un peu nos idées, de dire très bien, on veut parler des bénéfices et des risques des technologies, on place quelques jeux qui nous ont inspirés, on place quelques éléments. Ça, vous voyez, c'est très très embryonnaire au début. Alors, comme on est dans une phase où on teste beaucoup de choses, voilà, on est parti d'un jeu avec les jauges, puis après on s'est dit, ah mais attendez, on va essayer un truc avec des tuiles, où les gens, ils vont explorer différents univers, ils vont explorer un endroit, ils vont partir en quête de ressources, et ils vont essayer de reconstruire une communication qui a été perdue. Donc en fait, on était un peu parti sur le fait comment être capable de créer des réseaux de communication tels que ceux qu'on a aujourd'hui quand on n'a rien entre les mains. Alors c'est une idée qui a fait son tour, et puis progressivement on a continué, donc on s'est inspiré de jeux en particulier évidemment quand on a fait ça, comme Revive. Puis on a testé une autre mécanique de jeu, complètement différente, qui s'appelle typiquement le placement d'ouvriers. Donc le placement d'ouvriers, c'est on a plein d'actions à faire dans un jeu de société. Pour faire ces actions, vous prenez un pion, vous le placez à un endroit, vous pouvez faire l'action. De nouveau, alors on n'a pas testé tous les jeux, on a surtout ouvert les boîtes, on a pris les choses, on a regardé quelques règles ensemble et on a essayé d'un petit peu voir comment un jeu se déroulait pour essayer de capter quels étaient les éléments les plus pertinents pour nous. Je pense qu'il y a des collègues qui ont de très bons souvenirs de la taille qu'avaient certains jeux. Une fois qu'on avait chopé un concept, parce que vous vous dites, voilà, on explore plein de thèmes, on essaye de voir lesquels fonctionnent, on essaye de se les adapter à notre sauce, on essaye de pousser un concept un petit peu plus loin. On en choisit un, on dit ok, celui-là on va essayer de l'utiliser et de voir si on est capable de mettre dedans nos messages et si à la fin on arrive à atteindre des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire est-ce que les gens ont appris quelque chose. Pour ça, on a commencé avec nos jauges, un concept de service et des moutons principalement. Je vous explique. La première idée, on s'est dit très bien, on a deux clans, on est dans une ville. On a deux clans et les clans essayent de s'approprier la ville. On a le clan de ceux qui sont low-tech, qui essayent de faire des trucs, on va dire, un petit peu moins coûteux énergétiquement, qui vont avoir un impact numérique plus durable. Puis on va avoir le camp des corporates et des high-tech qui, eux, rien à faire, on veut sortir les derniers trucs, on veut sortir les trucs les plus efficaces, les plus jolis, peu importe la nature, on s'en fout. Au début, on était parti un peu comme ça sur le contrôle d'une ville et ces deux clans qui essayent de s'approprier cette ville. C'est une approche assez intéressante. Finalement, elle a très peu survécu en tout cas. Très vite sont arrivés à un concept de « Ah oui, mais on aime bien cette idée d'avoir deux équipes. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une espèce de concept de tir à la corde où il y a une espèce d'élément au centre qui soit tiré plus ou moins vers les low-tech, plus ou moins vers les high-tech ?» C'était encore assez difficile à percevoir. Puis très vite, il y a des jauges qui sont arrivées, il y a des éléments caractéristiques et propres à chaque joueur. Vous voyez, c'était un peu ça ce concept de tir à la corde. Est-ce que d'un côté, on a des low-tech? Est-ce que de l'autre côté, on a des high-tech? Et quelles sont les différentes valeurs qui pourraient attirer aux uns et aux autres? Puis ça a finalement évolué vers... Mais en fait, peut-être que ce qui peuvent attirer vers les uns et les autres, c'est des usagers. C'est des gens qui utilisent la technologie. Peut-être que les gens low-tech veulent attirer vers eux certaines personnes et les high-tech, on va dire carrément des clients, vers eux. Donc on les a appelés des moutons. Alors voilà, très vite le concept, il n'a pas tenu très longtemps parce que traiter les gens de moutons lorsqu'ils vont aller utiliser du low-tech et du high-tech, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas très bien sur le plan pédagogique et message. Mais c'était une bonne base. Donc voilà, on avait notre petit concept, on avait commencé à faire nos moutons. Alors c'est là où, si jamais l'intelligence artificielle est très pratique, puisque quand vous êtes dans une phase de prototypage et de création, vous avez quand même envie à un moment d'avoir des petits visuels pour vous faire plaisir, ça vous redonne un petit regain d'énergie. Donc, essayez de proposer à une IA de nous générer des exemples d'images, ça nous permet de faire fonctionner un peu notre imaginaire. Alors, en poussant comme ça notre idée, on est arrivé à développer une espèce de roulette, comme ça. C'était une sorte de tapis roulant pour sensibiliser au fait que on avait un suivi de l'impact de ce que faisaient les gens, qu'ils soient low-tech ou high-tech, un impact de la pollution, finalement. Donc c'est une idée qui a fait son temps également. Ça nous a permis de développer un système de jauge. Il y a le système de jauge qui est resté assez longtemps. Et on s'est dit, très bien, le but du jeu, ça va peut-être pas être forcément d'être des low-tech ou des high-tech, mais ça va être de créer des services pour les gens. Ça va être de créer des services et d'attirer des clients vers ces services. Donc on va être des espèces de start-up et puis on va créer différents services qui vont proposer des alternatives intéressantes, puis attirer progressivement des clients à nous.
Alors ça peut paraître un peu abstrait comme ça parce que le concept était encore pas totalement clair non plus. Mais vous pouvez commencer à voir comme ça sur l'image où on avait notre petite business, puis on essayait de créer des services, genre je crée un service de cloud, je crée un service qui vend des smartphones, je crée un service qui vend des choses, puis j'essaye comme ça d'attirer, par le côté sexy de mes services, différents moutons, différents clients. Et donc évidemment, en acquérant des moutons, on acquérait des points. Donc si vous voulez un petit peu un résumé du tour qu'on a fait, c'est que d'abord on est parti sur de l'exploration. On s'est dit très bien, on va imaginer un truc exploratoire. Puis après on va commencer à essayer de placer les ouvriers pour voir si ça nous plaît. Puis après on s'est fait c'est bien de placer les ouvriers, mais on va faire deux équipes adverses, low-tech versus high-tech. De là, on a fait, oh, si on pouvait contrôler une ville, ce serait aussi intéressant. Oh, mais en fait, le tir à la corde, c'est pas mal aussi. Vous voyez, comme quoi, les idées, il faut beaucoup d'idées, il faut qu'il y ait beaucoup d'idées qui passent avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Hein. Oh, bah tiens, finalement, si on pouvait essayer de contrôler des personnages, d'acquérir des personnages à notre cause, ce serait sympa. Ah, mais finalement, peut-être que ces personnages qu'on essaye d'acquérir, et c'est là, en fait, si on regardez le lien, hein, on est en train de revenir à notre première idée. On revient sur du contrôle ouvrier. C'est bizarre, hein. Alors, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, cette histoire de camp, ça fonctionnait pas très bien. En fait, il faudrait que, si on veut vraiment apprendre quelque chose, si tout le monde jouait un rôle commun, un rôle un peu ensemble, contre le jeu, ça deviendrait intéressant. Et si le jeu, ça devenait les méchants high-tech, les méchants GAFAM, et que tout le monde s'unisse pour essayer de créer des alternatives aux méchants GAFAM. Oui, évidemment, il faut des fois un petit peu simplifier et avoir un rôle un petit peu plus comme ça, blanc-noir, pour apprécier tout simplement le message. Alors ça vient. Donc nos moutons, si jamais, ils sont devenus non plus des moutons, mais des petits poussins qu'il fallait sauver de l'abattoir en quelque sorte. Des petits poussins consommateurs de numérique qu'on voulait à tout prix sauver des méchants GAFAM qui allaient les utiliser dans leur système. Donc c'est là que c'est pratique hein, d'avoir une imprimante 3D parce que ça permet de générer plein de petits poussins, donc de faire plein de petits ouvriers super mignons, super choupis. Et de se projeter en disant, très bien, nos petits poussins, c'est des consommateurs. Et puis nous, on est là pour les sauver des vilains GAFAM qui vont les obliger à utiliser des smartphones, des trucs qui ont un impact énergétique et numérique terrible. Et nous, on est là pour leur proposer des alternatives beaucoup plus sympas et beaucoup plus fun. Et c'est là qu'on se dirige définitivement vers le placement d'ouvriers. Ça y est, c'est acté. On a du placement d'ouvriers, on va de l'avant. Une fois que vous avez un bon concept en jeu vidéo, c'est là où alors vous l'avez peut-être déjà fait avant, mais c'est là où on commence à ce qu'on appelle tuer ses chéris. Autrement dit, kill the darling en anglais, et on va essayer de garder le meilleur. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, comme l'exemple ici, donc là typiquement on avait participé à l'événement en 2025 Ludesco, d'arriver avec quelque chose quand même d'abouti, de jouable, qui fonctionne, puis de l'exposer à des gens qui sortent un petit peu du vase dans lequel on marine depuis tout ce temps pour créer le jeu. De l'exposer à des gens peut-être qui ne connaissent pas la thématique ou qui se fichent complètement de la thématique, et de voir s'il y a quelque chose qui rentre, de voir si la mécanique de jeu permet facilement d'accéder à la connaissance, etc. Donc ce que vous avez là, tout en haut, je vais me passer par là, c'est le premier plateau joueur. Donc ça, c'est un plateau pour un joueur. Hein. Vous voyez, il est quand même bien dense. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est, vous voyez, au-dessous, là, déjà la deuxième version de plateau joueur. Et alors, pour celles et ceux qui ont fait un petit peu de placement d'ouvriers, on voit qu'il y a des petits endroits pour placer des pions et activer tout simplement des effets pour activer des actions de jeu particulières. Bon, alors quand on en a un, on en a deux. Je vous avoue qu'en fait on a bien plus, on teste, on essaye encore, et on tue et on recommence. Autrement dit, on tue une idée, on la recommence. On a des bouts d'idées, on les enlève, on les met ailleurs. On les supprime, et c'est comme ça tout le temps. Donc vous voyez là, on a une version qui se rapproche d'une version un petit peu finale, où on est contente. Je vais vous montrer d'ailleurs quel genre de logiciel on utilise pour faire ce genre de choses, c'est extrêmement simple. Et ça nous permet doucement d'arriver vers des versions un petit peu plus agréables, de commencer à mettre un petit peu plus de visuel. Et dans ces versions-là, vous arrivez peut-être à le lire de loin, mais vous voyez qu'on a des actions sur la gauche, droite, sur la droite. On a différentes actions et on va récupérer des poussins pour être capable d'activer ces actions et de construire tout simplement de plus en plus de services et ainsi attirer de plus en plus de consommateurs.
Alors, dans le fond, hein, vous verrez que ça change presque rien. On attire toujours des consommateurs pour notre cause. On a également créé des plateaux pour des actions communes et on a gardé un plateau qui est un peu le restant d'une de nos jauges, qui est que finalement, lorsque on crée des services, lorsque peu importe ce qu'on fait, on a quand même un impact sur les ressources à disposition. Les ressources, j'entends ressources planétaires. Et donc, c'est pas compliqué, vous faites des itérations, vous essayez, vous prenez un concept, vous le testez, vous le gardez ou vous le tuez. Ça nous a permis comme ça de continuer en développant des cartes de plus en plus raffinées visuellement. Ça nous a permis d'aller vers des concepts aussi de plus en plus simples. C'est uniquement en testant qu'on arrive à avoir des cartes de plus en plus efficaces, des cartes qui fonctionnent de mieux en mieux. Et on s'est rendu compte finalement en développant ce jeu qu'on a pu intégrer pas mal des messages qu'on avait initialement. Alors c'est un jeu qui qui ne pourra plus à la fin, je pense qu'on n'aura plus le temps, mais qui était à disposition ici pendant le Digital Dream, qui permettait tout simplement de voir cet impact numérique. Le truc c'est que quand on a développé un jeu de plateau comme ça de base, vous vous souvenez, on avait plein de messages, on avait plein d'objectifs pédagogiques, mais c'est pas sûr qu'on ait réussi en un seul jeu à caler tous les objectifs. Surtout que là, on est sur un format de jeu qui est assez long. On est sur du plus de 45 minutes. On est sur, on arrive sur du jeu comme ça. Sauf que tout le monde ne joue pas à des jeux comme ça. Tout le monde n'a peut-être pas envie de jouer comme ça. Peut-être qu'on n'arrive pas à placer tous les objectifs pédagogiques qu'on s'était fixés dans un jeu comme ça. C'est pour ça qu'on se pose la question, comment est-ce que je fais un jeu un peu plus fun? Comment est-ce que j'arrive à... Est-ce que j'ai pas encore du temps pour faire des party games avec un ciblage sur des objectifs particuliers ou des ciblages particuliers? Alors, vous avez un exemple ici du programme que c'est de développer un jeu. Avec au tout début du game development, des versions alpha, des versions bêta, des choses comme ça. Puis beaucoup de workshops, beaucoup de tests, énormément de tests à l'interne, beaucoup de tests aussi à l'externe, participer à des événements. On a eu ici notamment la création d'un site web, on a eu la création d'une version en ligne pour tester plus facilement. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est toujours encore disponible, toujours pas. Et ce qui est très important, ça c'est un conseil général, si vous êtes amené à créer un jeu plus tard, les surveys, c'est la key. Autrement dit, lorsque vous créez un jeu et lorsque vous testez un jeu, faites en sorte d'avoir toujours des personnes qui vont être capables de prendre la mesure de ce qui se passe pendant une partie, de comment se déroule une partie, de combien de temps elle a duré, de combien de personnes ont été impliquées, de quels sont les retours au fur et à mesure de la partie. D'avoir un espèce de carnet de bord permanent, c'est la chose qui fait évoluer un jeu et qui lui permet de voir le jour. En l'occurrence, nous on avait un setup qui était assez intéressant. Donc on avait un maître du jeu, donc une personne qui expliquait les règles et qui faisait en sorte vraiment d'accompagner les gens au fur et à mesure. Une personne ici qui était là pour prendre les notes et qui était également là pour préparer éventuellement un formulaire à fournir aux gens pour qu'ils laissent tout un tas d'informations à la fin. Et finalement ce que j'appelle un infiltré, c'est-à-dire quelqu'un de chez nous qui était là et qui jouait avec les autres joueurs et qui pouvait tout simplement aussi prendre des photos et prendre la température de comment se déroulait le jeu. Ça fait beaucoup, mais c'est une des étapes les plus importantes quand on développe un jeu. C'est d'avoir la mesure permanente de comment ça se déroule et de savoir tout simplement comment ou quelle direction on va pouvoir prendre lorsqu'on développe le jeu. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un programme bien rempli. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont remplies dans réaliser. C'est simplement la participation aux événements. D'être capable de dire ou de voir quels sont tous les événements dans lesquels on va pouvoir tester son prototype. Alors évidemment, on ne jette pas à l'eau directement. Avant de faire des événements, on va tester avec différents publics. On va tester peut-être avec nos publics cibles. On va tester avec des publics qui ne sont pas du tout prévus. Puis on va voir si le jeu est robuste. C'est ce que je vous évoquais avant. On a créé un premier jeu qui est un peu un jeu de plateau. Puis on s'est posé la question de est-ce qu'on ne peut pas faire un jeu plus léger, un jeu plus court, plus proche du party game. Donc de nouveau, c'est la même chose. On s'est inspiré d'un des jeux qu'on a testé, on a essayé de défaire sa mécanique et de voir si on pouvait l'adapter à notre sauce pour sensibiliser à l'empreinte carbone numérique. Alors ce jeu, j'ai été beaucoup moins impliqué dedans, donc je sais un peu moins à quoi il ressemble, mais il est tout à fait testable juste à côté aussi, si cela vous intéresse.
Et après, évidemment, une des questions qu'on se pose souvent, et je pourrais en discuter avec vous par la suite, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que le jeu il est là? Qu'est-ce qu'on en fait? Ok, c'est bien joli d'avoir un jeu, là, super, j'ai fait un jeu, coucou, j'ai une jolie boîte, je l'ai imprimé, très bien. J'ai imprimé ma version finale, bravo. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que vous l'avez imprimé pour en faire des ateliers? Nous, ça nous intéresse parce que, ben ouais, on a envie de sensibiliser à une thématique. Si de temps en temps, il peut y avoir un maître du jeu, super. Donc, autrement dit, quelqu'un qui va guider l'atelier, présenter le jeu en atelier. Puis, ben, comme on pourrait avoir des fresques numériques ou des choses comme ça, même si la comparaison ne plaît pas toujours à tout le monde, ben, ça permet de tester ensemble et ça permet d'avoir une personne qui s'assure que les objectifs pédagogiques soient transmis. Il est possible de l'imprimer pour des événements, un peu comme on l'a fait là, ben, de le tester dans un maximum d'événements, de le présenter. Peut-être des personnes voudront le vendre, c'est possible aussi. Il est possible aussi de l'imprimer pour le présenter à des partenaires, parce qu'en général, quand vous avez une thématique en lien à votre jeu de société, par exemple le numérique, vous aurez des partenaires qui vont se présenter et qui vont être intéressés par ce genre de thématique. Donc ça va être pertinent de l'imprimer en vue de le distribuer à des partenaires spécifiques, à des entreprises, à des associations, à des fondations. Et finalement, peut-être que vous pouvez aussi l'imprimer pour le présenter à des éditeurs. Et là, on arrive à la question de très bien, super, j'ai imprimé mon jeu, qu'en est-il vraiment de sa diffusion? Qu'est-ce que je fais avec mon jeu? Comment est-ce que je fais pour le faire connaître? Et ça, c'est encore tout à fait ouvert. Vous pourrez très bien aller voir un éditeur, dire regardez, mon jeu il est génial, j'aimerais bien que vous puissiez tout simplement l'éditer, le produire, le diffuser. Si vous allez voir un éditeur, vous avez énormément de chances et de risques qui vous proposent de fortes modifications sur vos jeux, des adaptations, Et évidemment, quand vous êtes dans le cas d'un fonds Agora, il y a des messages dont vous ne pourrez pas vous défaire, il y a des aspects que vous ne pourrez pas céder. Vous pouvez décider de faire tout par vous-même, et donc de dépenser l'argent pour l'imprimer en X milliers d'exemplaires. Dans ce cas, la diffusion se fait par vous-même. Vous allez vous-même voir les boutiques, et vous allez vous-même vous assurer qu'elles ont un réassort suffisant. Ce qui est la grande différence lorsque vous faites ça, par exemple, par des éditeurs. Vous pouvez aller voir ce qu'on appelle des distributeurs. C'est un petit peu différent, les éditeurs peuvent se charger de le faire. C'est des gens qui vont se contenter, c'est déjà énorme en fait, d'aller directement dans les boutiques et d'eux-mêmes présenter les jeux ou, alors ça c'est les diffuseurs, qui vont se contenter d'envoyer les jeux. Donc vous donnez tous les stocks à un distributeur et lui, il envoie lorsque les boutiques commandent. Très pratique, vous n'avez pas de logistique à prendre en compte, c'est un petit peu plus simple, mais ça ne résout pas tout pour autant. Et sinon, vous pouvez tout simplement passer par des canaux spécifiques. Pour être tout à fait honnête, c'est pas très loin de vendre par vous-même, mais ça apporte quelques facilités. Alors, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez en apprendre plus, parce que dans le laps de temps dont je vous ai parlé, que je vous ai dit, c'est pas toujours évident, vous pouvez scanner ça et vous pouvez aller sur le site, tout simplement, du jeu en question, vous inscrire pour suivre son évolution, son développement et ce vers quoi il va se diriger. En l'occurrence, c'est tout pour moi visiblement. C'est ma dernière slide. Merci Alexandre. Pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Alexandre? Attendez, je suis sourd. Mais je suis vraiment sourd. Je vous écoute. Bonjour. Alors, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Je suis très intéressée à comment, en fait, à gérer les droits d'intellectualité, propriété intellectuelle. Ouais. Comment gérer les droits d'auteur? Ça, c'est une chose. Une petite question, en fait, le nom de l'entreprise qui jouait avec les Lego, c'est... Tourmaline, le studio Tourmaline. Pardon, Tourmaline. Tourmaline. Oui. D'accord. Alors. C'est un studio qui est à Genève. Oui, merci beaucoup. Alors pour la question. Alors pour les droits d'auteur, en fait, ça va dépendre du cadre dans lequel vous le créez. Ça va dépendre du cadre dans lequel vous le créez. Nous, on crée le jeu dans le cadre de la Haute École d'Ingénierie d'Yverdon-les-Bains. Et on crée ce jeu aussi sous un fonds Agora. Donc dans la théorie, la Haute École détient en général une bonne partie des droits puisque ça a été vraiment créé dans un cadre de communication de fonds privés. Si vous créez un jeu vous-même, eh bien, il va falloir aller déposer les droits. Alors, je vous conseille, vous pouvez le faire par vous-même, vraiment seul, en tant qu'association, en tant que regroupement d'individus. Et à Lausanne, il faudrait que je retrouve le nom. Il y a un endroit tout simplement pour déposer les droits d'un projet que vous avez. Et vous pouvez tout simplement y aller, dire voilà, j'ai créé ce jeu, j'aimerais déposer les droits dessus. C'est aussi simple que ça. Évidemment, ça coûte de l'argent. Ça coûte une certaine somme. C'est le même processus que lorsque vous créez un livre, par exemple, que vous créez un concept. Alors, c'est à mettre juste un petit peu à côté de ce qu'on appelle les brevets.
Les brevets, par exemple, les brevets de type ingénierie et choses comme ça, c'est un monde un petit peu à part. Là, quand on est dans du droit d'auteur, bah, je ne sais plus où c'est exactement sur Lausanne, mais il y a un organisme qui s'occupe juste de ça. Et vous y allez. Et après, vous décidez si vous voulez déposer des droits d'auteur en Suisse, en France, en Europe, dans le monde. Évidemment, le prix monte, hein. Merci beaucoup pour votre super présentation. J'avais une question concernant quels sont un peu les enjeux ou les challenges les plus difficiles à surmonter que vous avez rencontrés pour le jeu. Alors, les challenges les plus difficiles qu'on a rencontrés, l'inspiration, ça, à titre personnel, ce serait ce que j'appelais Kill the Darlings. C'est-à-dire qu'en fait, on est amené à développer des concepts par moment. Puis on dit, waouh, il est génial ce concept, il fonctionne super bien. Mais est-ce qu'il fonctionne bien pour l'objectif que j'ai derrière le jeu? Puis en fait, on se dit, bah non, c'est une très bonne mécanique, ça marche très bien, mais on va devoir la tuer. Parce qu'en fait, elle apporte rien au jeu, elle apporte rien au message, elle alourdit, et ça, c'est dur. C'est toujours dur de tuer ses chéris parce que on met du temps, on s'implique, on est content par moment, on est fier, puis au bout d'un moment, après ça va très bien. C'est terrible dit comme ça, quand on a tué les premières, après tout se passe bien. On n'a pas de problème, on les dégomme les unes après les autres, mais ça, au début, c'est vraiment compliqué. En tout cas. Un autre point, c'est, vous l'avez compris, hein, je vous ai embêté au départ avec jeux pédagogiques, jeux sérieux et tout, c'est de savoir où on met le curseur en fait. Parce qu'on se dit, ah mais on a envie vraiment de faire un jeu ludique, mais il y a quand même une forte démarche pédagogique, mais ça ressemble un peu à un jeu sérieux, et de se dire non, on a envie de faire un jeu, les gens ils aient du plaisir à jouer même par eux-mêmes, ça c'est la grosse difficulté à maintenir aussi, surtout dans ce cadre-là. Merci. D'autres questions? Ça me paraît bien. Non? Alors merci Alexandre, Merci. et puis tu restes à disposition si besoin pour des questions. Merci. J'ai aucune idée.